Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Bonne Oreille. La dernière fois, on avait évoqué les débuts du studio Disney en s'intéressant plus particulièrement à la partie sonore de Blanche-Neige et les 7 Nains. Aujourd'hui, on va faire un saut dans le temps, puisqu'on ne va pas parler d'un film ayant révolutionné le monde du cinéma, mais simplement d'un long métrage qui propose un travail sonore plutôt intéressant. C'est génial, je prends mes affaires. Scott Pilgrim vs The World est un film sorti en 2010 et réalisé par Edgar Wright, qui s'est spécialisé dans les comédies bourrées de références en tout genre, avec sa trilogie composée de Shaun of the Dead, Hot Fuzz et du dernier pub avant la fin du monde. Trois excellentes comédies portées par le duo d'acteurs Simon Pegg, Nick Frost, que vous pouvez aussi retrouver dans Paul de Greg Mottola, qu'ils ont coécrit, ou encore en Dupont et Dupont dans le Tintin de Spielberg, coécrit par Edgar Wright. Childishly simple. Childish, I agree. La musique originale du film a été composée par Nigel Godrich, producteur du groupe Radiohead jusqu'en 2006, qui a aussi travaillé avec d'autres groupes et artistes plutôt cool, ou encore signé la bande-son de A Scanner Darkly. Et apparemment, il a eu un rôle dans le dernier Star Wars comme Stormtrooper. Pourquoi pas. Le design sonore a été supervisé par Julian Slater, qui a aussi travaillé sur Mad Max Fury Road, à savoir un film qui ne serait pas grand-chose sans sa bande-son. Quand même. Disons-le. Scott Pilgrim vs The World est l'adaptation d'une série de 6 comic books écrites et dessinées par Brian Lee O'Malley, qui n'a strictement, mais alors strictement rien à voir avec Thomas O'Malley, puisque lui c'est un des personnages des Aristochats, donc ça n'a vraiment rien à voir. O'Malley, le chat de gouttière. Il nous raconte l'histoire de Scott, un jeune homme plus ou moins comme les autres sur le papier, fan de jeux vidéo et bassiste dans un groupe de rock. Un jour, il tombe amoureux de Ramona, mais pour sortir avec elle, il doit affronter et surtout vaincre ses 7 anciens petits copains maléfiques, ayant tous plus ou moins des aptitudes ou pouvoirs spéciaux. Si j'ai résumé la situation aussi rapidement, c'est parce que vous avez sûrement tous déjà entendu parler de cette histoire et du film de très nombreuses fois, et vous l'avez sûrement déjà vu. Mais il est très intéressant à analyser pour sa partie sonore plutôt osée, et j'ai pas mal de choses à dire dessus, donc commençons tout de suite. Quand on adapte une œuvre aussi particulière et esthétiquement marquée que Scott Pilgrim, on est obligé de respecter plusieurs éléments. Bon, forcément la trame principale de l'intrigue dans ses grandes lignes, ou encore tout l'univers visuel de la BD, mais aussi la partie sonore qu'elle nous offre. Alors non, le comics ne fait pas de musique, c'est du papier, et si forcément il y a un petit peu de bruit quand on tourne les pages, ça s'arrête là. Jusqu'à preuve du contraire, le papier ne fait pas de mélodie très développée. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a forcément des références sonores dans le comics, qu'elles soient montrées ou citées, et il faudra les amener dans l'adaptation. Je m'explique. Il y a deux grands éléments sonores et musicaux dans Scott Pilgrim de Brian Lee O'Malley. Premièrement, on a tout un tas de références à la musique, et plus particulièrement à un univers rock, voire pop rock. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le héros Scott joue dans un groupe qui est uniquement composé d'une batterie, d'un guitariste chanteur et d'un bassiste. Les personnages principaux et antagonistes sont soit membres d'un groupe, soit interviennent pendant un concert ou dans tout autre lieu musical. Il y a plein de moments où on observe un groupe jouer, répéter ou que sais-je encore. On suit l'évolution de l'histoire, mais aussi celle du groupe de Scott et des chanteurs ou musiciens qu'il rencontre. Alors forcément, quand on adapte le comics, il faut amener cela à l'écran. Il faudrait donc proposer plusieurs moments musicaux où l'on voit simplement des groupes jouer, mais aussi avoir un style musical bien choisi, présent un peu partout dans le film, parce que je vois mal une adaptation d'un tel univers avec seulement une musique orchestrale classique ou avec une musique originale de Hans Zimmer. Et comme référence pop rock dont le film pourrait s'inspirer, notamment pour les musiques jouées par les groupes, je peux vous citer Blink 182, dans un style différent, Blur, voire les Black Keys. Et puis d'une manière plus globale, vous lancez SSX On Tour, vous prenez une chanson au hasard présente sur le jeu, et vous avez de très grandes chances de tomber sur quelque chose qui pourrait correspondre à l'univers du comic. Maintenant, le second, c'est évidemment les références au monde du jeu vidéo. Il y en a tout un tas dans la BD, et même si c'est surtout des références visuelles, il faudra que ça se ressente dans les musiques du film et dans son sound design. Il faut qu'on entende tout un tas de bruits et d'effets sonores qui nous rappellent les vieux jeux dont le film s'inspire. Et là, comme référence musicale, on peut citer plein de musiques 8 bits, de jeunesse par exemple, comme Mega Man 2. Mais également des jeux plus récents qui s'inspirent de ces musiques, comme The Crypt of the Necrodancer. Alors je sais bien qu'aujourd'hui la musique de jeux vidéo propose largement autre chose que des bip bip comme certaines personnes aimaient les appeler, mais généralement quand on veut rendre hommage à ce média, on prend surtout en exemple cette période 8 bits très marquée, c'est comme ça. Pour ce qui est du sound design dont le film peut s'inspirer, on va citer un exemple très classique, Super Mario Bros sur NES. Et enfin, Scott Pilgrim s'inspire beaucoup des jeux de combat, notamment lors des affrontements contre les ex, qui s'apparentent pas mal à ce que l'on peut retrouver dans un jeu de versus fighting. Il faudrait donc aussi s'inspirer du sound design de ces jeux, comme celui d'un Street Fighter par exemple.
pourrait parler de la présence de citations de musique ou de jeux qui existent dans notre monde à nous, mais aussi d'une grande inspiration des RPG avec des niveaux, des améliorations, des nouvelles armes, etc. Mais globalement, on a déjà bien en tête les références proposées par Scott Pilgrim le comics. Tout ça, encore une fois, c'est, selon moi, ce que devrait proposer une adaptation d'un tel univers d'un point de vue musical et sonore. Maintenant, voyons ce qu'il en est dans la version d'Edgar Wright. Alors là, c'était peut-être la meilleure manière de commencer ce film. L'histoire n'a pas commencé, mais tout de suite on est prévenu. L'inspiration jeu vidéo sera bel et bien présente. Le logo d'Universal avec la musique façon 8 bits, c'est exactement ce genre de clin d'œil que l'on pouvait espérer. Le film commence avec une voix off qui explique très brièvement la situation, suivie de cette musique. On poursuit avec une conversation plutôt classique, même si on note quelques musiques de jeu en fond quand même. Et dès le début, on a le droit à... Là aussi, c'est exactement le style de musique que l'on pouvait imaginer pour un tel film. Les références sont respectées, on a du pop rock qui envoie du pâté, disons-le, donc tout commence très bien. En moins de 5 minutes, tout ce que l'on avait noté, tout ce que l'on voulait retrouver d'un point de vue sonore dans l'adaptation est déjà présent dans ce film. D'ailleurs, on note que pour le générique, c'est uniquement la référence rock qui a été choisie. Peut-être parce que le logo Universal nous avait déjà donné notre dose de jeux vidéo et que c'est beaucoup plus parlant comme ça pour présenter les personnages. Donc encore une fois, le film part relativement très bien. Et je vous rassure, tout ce travail sonore continue pendant les 2 heures du long métrage. Des répétitions, des concerts de rock avec de bons morceaux, oui, il va y en avoir. Et heureusement, on entend majoritairement des musiques de style pop rock en fond. Pas beaucoup de musique hollywoodienne cliché ici. Ce style musical est toujours ultra présent, même derrière les dialogues, que ce soit avec une musique diégétique, interne à l'histoire, ou extra-diégétique. Pour l'aspect jeu vidéo, on note très régulièrement des références sonores à droite à gauche à des univers bien connus. Par exemple, cette scène du début où l'on voit les personnages jouer à Ninja Revolution, un jeu de rythme plutôt physique inspiré de Dance Revolution, et cet homme est encore plus impressionnant que les personnages du film. Cette scène n'existe pas dans la BD et elle a été ajoutée pour justifier les capacités physiques des personnages. Ils auraient pu justifier ça de plein de manières différentes, même juste par un dialogue, pourquoi pas, mais l'avoir fait de cette manière, en proposant un jeu de rythme qui par définition est le mariage entre le jeu vidéo et la musique, c'est intelligent et ça nous donne une scène certes assez courte mais bien pensée. Il y a un autre élément du film que nous n'avons pas encore évoqué. Edgar Wright propose, comme à son habitude, une mise en scène très dynamique et personnelle. On passe peu de temps sur un seul plan et il tente de nous proposer des idées toujours tout originales. Il n'hésite pas à changer le format de l'image ou encore à ajouter beaucoup d'éléments visuels, éléments qui s'inspirent soit de l'univers de la BD, soit de celui des jeux vidéo. Donc pour le design sonore, c'est parfait. On peut ajouter énormément d'effets sonores, de bruitage en tout genre, que ce soit pour des transitions ou simplement pour accentuer ce que l'on voit à l'écran, ce qui rend le film très dynamique. Mais aussi proposer autre chose en son, ajouter des effets en plus, même pour des éléments non visibles à l'écran. Avec un tel univers, le réalisateur peut oser plein de choses différentes, et le fait que le son suive à ce point sa réalisation, ça donne quelque chose de très vivant et recherché, ce qui permet au spectateur de rester accroché à ce que propose le film et ne pas tomber dans l'ennui. De temps en temps, le film se permet même de nous lâcher des passages sortis de nulle part, comme ici une scène qui s'inspire des différentes sitcoms. On a aussi un gros travail sur les voix. Déjà, celles des personnages sont toutes exagérées et très bien marquées. On peut tout de suite les identifier rien qu'à leur façon de parler. Scott, le héros assez classique, pas toujours très sûr de lui. Ramona, la fille froide et mystérieuse. Kim, plutôt cynique et exaspérée. Stephen qui a envie de bien faire mais qui lui n'a vraiment pas confiance en lui et qui est parfois gêné ou dérouté par la situation. Gideon à 100% sûr de lui, etc., etc. Le film n'hésite pas aussi à jouer sur les voix, à les modifier, à les exagérer de manière absolument pas réaliste pour coller à la situation ou pour l'exagérer. Mais venons-en enfin à ce qui est vraiment important dans Scott Pilgrim le film, les combats contre les ex de Ramona. Je dis que c'est ce qui est vraiment important ici, pour la raison toute simple que dans un film de 2 heures, on ne peut pas détailler les relations entre les personnages autant que dans un comics en 6 tomes. Donc forcément, ce qui a été le plus mis en avant dans l'adaptation, ce sont les combats entre Scott et les différents boss. Oui, j'aime les appeler boss, vu que c'est ce qu'ils sont, des boss, comme dans un jeu vidéo. Le personnage principal avance dans son histoire, mais il est à tout moment arrêté par quelqu'un qui semble plus fort que lui, ayant notamment une aptitude unique et un point faible. Notre héros doit donc le battre, et après avoir
par affronter tout un tas de personnes de cette manière, il tombe sur le boss final qu'il doit à son tour vaincre pour finir sa quête et finir le jeu. Les ex de Ramona sont des boss de jeux vidéo, donc forcément quand on prend en compte cette notion, ça nous oriente dans le choix sonore et les inspirations de ces scènes. Mais avant de continuer, je dois vous dire qu'on va potentiellement rentrer dans une zone spoiler, car je vais vous détailler tous les combats contre les boss. Si vous n'avez pas vu le film, je vais vous gâcher la surprise, ce qui est un petit peu con quand même. Donc arrêtez la vidéo ici, allez voir le film et revenez après. Je n'ai pas envie de vous gâcher une belle histoire que vous pouvez très bien vivre sans moi. Je ne veux pas me mêler à ça, non je ne veux pas. Vous êtes assez grand pour prendre vos décisions. Je ne veux pas modifier votre avenir, faire de vous des moins que rien. Vous êtes libre, vivez vos aventures comme tout le monde. Oui c'est ça, partez à l'aventure, grandissez de vos expériences et hop 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 hop. Je vais beaucoup trop loin, oui on peut le dire. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Le premier boss arrive après environ 30 minutes de film. Il va donc casser la dynamique établie depuis le début et amener le concept des combats de façon plutôt brutale. On est pendant un concert du groupe de Scott où tout se passe normalement quand Matthew Patel, c'est son nom, arrive véritablement de nulle part et coupe la musique pop rock en plein milieu. Il introduit une musique électronique qu'on pourrait retrouver dans un jeu vidéo par exemple. C'est d'ailleurs, si on exclut les clins d'œil rapides, une des premières musiques à n'être absolument pas pop rock. Les mouvements de Matthew sont accompagnés d'effets absolument pas réalistes, mais qui collent très bien à l'univers du film. On note aussi le travail sur les voix, ou encore le son sur les coups façon jeu de combat. Mais on n'était qu'au début de l'affrontement, on va avoir le droit à des séquences de dialogue entrecoupées de passages de jeux de combat qui respectent toujours les références du film. On a aussi un petit passage animé pour expliquer la relation de Ramona, puis on passe à la phase finale du boss. On a alors un passage comédie musicale Bollywood. Pourquoi ? Le combat finit par Scott qui trouve la solution grâce à un instrument de musique, ça fait coup de poing dans la tronche et le boss est battu. Fin du premier combat, après la blague de l'ennemi qui laisse des pièces quand il meurt. Ce que l'on voit ici, c'est que si avant l'univers vidéoludique n'était présent que grâce à des références assez rapides, il sert désormais d'esthétique totale au film, et ça fait beaucoup de mots compliqués pour expliquer quelque chose de très simple. On avait des références sonores et musicales à tout un tas de jeux pendant que l'histoire du film se mettait en place, on a désormais des passages 100% inspirés par tous ces jeux, que ce soit dans leur mise en place et dans leur traitement du son. Rien n'est réaliste, on a des sons pour nous faire réagir, pour nous faire vivre le combat. Dans le jargon du jeu vidéo, on appelle ça un feedback. C'est un signal, qu'il soit visuel ou sonore, qui accentue les actions du joueur, qui lui donne une sensation d'accomplissement. Ça peut être n'importe quoi, des bruits sur les coups que donne notre personnage à un ennemi, le son quand on ramasse un objet, le fait qu'un ennemi pousse un cri quand il meurt, n'importe quoi. Dans ces séquences de boss, le film est truffé de sons de ce genre. Le joueur ici, ce n'est pas nous, c'est Scott, et les sons accentuent ses actions et ses accomplissements. Et on va avoir ça dans tous les combats du film, même s'ils sont tous traités de manière différente, heureusement. Le deuxième boss, par exemple, intervient pendant le tournage d'un film. L'ex-petit ami numéro 2 commence à s'en prendre à Scott, puis ce sont ses doublures qui l'attaquent. On a donc simplement de la baston avec, notons-le, une musique typée 8 bits accompagnée d'une bonne guitare électrique. Quand soudain, après ça on a le droit à une scène très sympathique et ultra référencée, avec une musique en fond qui change de rythme pour suivre la vitesse de l'ex maléfique. C'était très court mais ultra dynamique et bien mis en scène, accentué par une super bande son, c'est un sans faute. Champion! On en conclut que les boss ne seront pas que des hommages à des jeux de combat, mais plutôt à tout type de jeux, comme ici, les jeux de skate au cas où vous n'auriez pas compris. Le troisième arrive en plein concert, on a donc le droit encore à des petits moments 100% musicaux, puis le passage pom-pom-boom classique et un concours de basse. Et encore un beau moment musical offert par le film. Je passe assez vite sur le quatrième qui propose tout d'abord un combat à la Soul Calibur, puis une scène où Ramona contrôle Scott de la même manière qu'un joueur contrôlerait son personnage, car ici le sound design ressemble beaucoup à tout ce que le film nous a déjà proposé. Puis arrive le cinquième combat de boss contre les jumeaux DJ. Alors je sais qu'ils ont un nom mais ils sont tellement secondaires que je préfère les appeler les jumeaux DJ. C'était ça ou duo de personnages fonction servant uniquement à amener une scène vachement cool. Car oui, l'affrontement est vraiment très cool. Pour le resituer dans son contexte, on est encore à un concert, mais cette fois-ci le groupe de Scott doit affronter les jumeaux DJ en jouant en même temps qu'eux, ampli contre ampli. On va avoir un combat musical avec d'un côté un groupe pop rock et de l'autre côté un groupe électro inspiré par la musique chiptune. On a donc dans une seule scène un mélange entre les deux inspirations musicales présentes dans le film. Les
Déjà ça passe très bien musicalement, et surtout cette scène arrive à nous faire ressentir une sensation d'intensité. Le groupe de Scott se donne vraiment à fond et on vit avec eux ce concert grâce à la musique. Et si on ajoute au mariage entre les deux univers un enfant appelé sound design sur les monstres qui se battent, ça nous donne une scène maîtrisée, extrêmement plaisante à regarder. J'ai quand même deux regrets, le premier c'est qu'elle est vraiment très courte, et le second c'est qu'il n'y a pas d'apothéose musicale, pas un moment à la fin où la musique s'emballe pour donner quelque chose d'encore plus fou, et c'est dommage. Vous l'aurez compris, les combats contre les ex sont un peu le moyen pour le créateur du film et pour les compositeurs de sortir des mises en scène classiques et de nous proposer quelque chose d'inventif et d'original à chaque fois, en gardant en tête les éléments principaux que l'adaptation doit respecter. Pour le dernier combat, on va évidemment avoir un best-of de tout ce que le film nous a déjà proposé. Le lieu est une salle de concert, on nous sort une grosse référence aux jeux vidéo. Scott Earn, The Power of Love. On enchaîne avec une scène de combat accompagnée d'une musique pop-rock, la même qu'au début du film mais en accéléré. Puis commence le vrai combat contre le boss avec une musique 8 bits mélangée à des références rock. Et on a le droit à ça deux fois, avec un sound design encore plus marqué la seconde fois, et une musique encore plus intense, ponctuée par tout un tas d'hommages sonores aux jeux vidéo, qui passent par les effets sonores ou par une voix off. À la fin de ce combat, on a une musique beaucoup plus calme, faisant penser à d'autres thèmes que les fans de jeux vidéo connaissent très bien. Et le film finit par Scott et Ramona partant ensemble sous fond de guitare avec... Au vu de tout ce que j'ai pu raconter dans cette vidéo, vous avez sûrement noté que j'ai vraiment aimé Scott Pilgrim et surtout son travail sonore, parce que si on savait qu'Edgar Wright allait se lâcher en termes de mise en scène et concernant les effets visuels, le fait que la musique et que le sound design suivent n'était pas gagné d'avance. Tout ce qu'on pouvait espérer en lisant la BD d'un point de vue du son, c'est-à-dire en gros ce que je vous ai résumé en début de vidéo, a été respecté. Globalement, tout le monde s'est lâché sur ce film pour nous proposer un traitement du son original et vraiment unique pour une telle production. On a tout ici, une bande son qui défonce bien comme il faut et qui reste en tête, des références et des effets sonores aux petits oignons soigneusement découpés et généreusement cuits avec un petit peu de beurre parce que même si c'est un petit peu plus gras, c'est quand même vachement meilleur avec, des passages 100% musicaux, un sound design prédominant et tout simplement vital au film, un beau travail sur les voix, ici c'est du tout bon. Donc à tous ceux qui ont travaillé ne serait-ce qu'un petit peu sur le sound design ou sur les musiques du film, et bah chapeau. Chapeau. Et quand je vous disais que c'était pas gagné d'avance, c'est que d'autres films se sont voulus comme des hommages aux jeux vidéo, mais n'ont rien proposé d'intéressant en termes de traitement du son. En disant cette phrase, il y a un film qui me vient tout de suite à l'esprit, l'extrêmement honteux Pixel, sorti en 2015, soit 5 ans après Scott Pilgrim, mais qui n'a visiblement retenu aucune des leçons apprises par son aîné. Il est réalisé par Chris Columbus, qui est connu pour avoir travaillé sur de nombreux films hollywoodiens, principalement des comédies grand public comme Les Goonies, Maman j'ai raté l'avion, les 3 premiers Harry Potter, la trilogie La nuit au musée, ou encore le premier Gremlins. Rien qu'avec cette donnée, je peux vous dire que le film ne part pas bien du tout. Edgar Wright n'est pas un réalisateur comme les autres, il propose toujours une mise en scène originale et n'a pas peur d'oser tout et n'importe quoi. Certaines personnes l'ont qualifié de machine à idées, et forcément avec quelqu'un comme ça, on ne peut qu'avoir un travail sonore qui doit innover, expérimenter, si on veut suivre ses idées visuelles pour enrichir un univers où globalement tout est possible. De son côté, Pixel est un film hollywoodien à gros budget, mené par un réalisateur habitué aux films hollywoodiens à gros budget, donc il ne faut pas s'attendre à quoi que ce soit d'original dans le déroulement de l'action, dans la mise en scène, et donc dans la bande son. Au niveau des musiques, c'est soit des thèmes complètement oubliables que l'on pourrait retrouver dans n'importe quelle comédie américaine, soit des titres cultes pour amener un petit côté nostalgique et cliché au film. Il n'y a aucun effet sonore marquant, pas de quelconque petite sucrerie auditive à noter, on nous ressort juste de temps en temps un extrait de thème ou de son de jeu que l'on connaît, histoire encore une fois de faire plaisir aux nostalgiques. Et ça s'arrête là. Ils auraient pu retravailler les thèmes originaux, nous donner des remixes modernes ou même n'importe quoi d'autre, mais ici il n'y a rien, c'est ultra classique. Un exemple parfait pour résumer le son de ce film, c'est le générique de fin. Dans Scott Pilgrim, il n'a rien de particulier visuellement, le générique défile comme dans n'importe quel générique. Mais en fond musical, on a le droit d'abord à une musique pop-rock comme celle que l'on a déjà entendue avant, puis à une version 8 bits d'une musique du film. Un peu à la manière de ce que propose Rayman Legends, en reprenant des morceaux connus pour en faire des niveaux musicaux, puis reprenant ses reprises en version 8 bits avec des niveaux où la difficulté a augmenté.
Donc jusqu'à la fin, Scott Pilgrim fait plaisir aux fans en leur resservant une petite couche de références amenée avec amour. Dans Pixel, ils se sont fait chier à nous proposer un résumé du film en pixel art, mais pour nous mettre en fond sonore, un rap aléatoire. Pour un film qui se voulait comme un grand hommage aux jeux vidéo, ça fait un peu pitié quand même. Souvent j'ai entendu de Scott Pilgrim qu'il donnait une bonne image du jeu vidéo dans un média qui généralement le dégrade et le montre de la manière la plus cliché qu'il soit. Et c'est le cas. Ça c'est un hommage aux jeux vidéo, et ça c'est un mauvais film. Et puis bon, je sais que c'est pas vraiment le but de l'émission normalement, mais pour en finir avec Pixel, voici 3 extraits qui résument très bien le niveau proposé. You didn't even brush your teeth this morning. I made your game my bitch. What is bitch? Pour terminer, il faut aussi que je vous parle de l'autre adaptation de Scott Pilgrim, Scott Pilgrim vs The World, The Game, sorti en 2010 également. Ici, la bande-son est composée par le groupe de musique chiptune Hanamanaguchi, qui utilise par exemple comme instrument de musique une guitare, une batterie, une basse, une NES hackée et une Game Boy. Déjà dans son gameplay, le jeu est un gros hommage à tout un tas de beat'em all des années 80-90, avec un style pixel art pour encore rappeler cette période. En plus, la musique colle parfaitement au style du jeu, mais aussi et surtout aux comics et aux références qu'on a déjà citées je ne sais pas combien de fois dans cette vidéo. C'est évidemment surtout un hommage aux musiques 8 bits, mais le côté pop rock est aussi très présent. Alors j'ai déjà utilisé leur musique tout au long de cette vidéo, mais je vous en remets une petite couche pour finir. Voilà globalement ce que l'on pouvait dire sur Scott Pilgrim, sur son splendide travail d'adaptation et son travail sonore en général. Cet épisode était très différent du premier au vu du sujet traité, mais c'est exactement ce que je veux pour cette émission, pouvoir parler de différentes époques et de différents styles cinématographiques à travers leur bande-son. Et la prochaine fois, on va revenir dans le passé pour découvrir encore un autre travail intéressant. Sur ce, merci d'avoir regardé cette émission et à la prochaine. Can't wait to hear it when it's finished. Finished?